Bonjour, bienvenue à cette séance d'information sur l'appel de projet en innovation sociale 2024-2025 du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Tenons d'abord à vous informer que cette séance d'information se veut un résumé du guide de présentation des demandes. En ce sens, vous devez toujours vous référer au guide pour les critères et modalités de l'appel de projet puisqu'il est beaucoup plus complet et exhaustif. Certains d'entre vous le saviez aussi, cette séance d'information devait d'abord prendre la forme de webinaire interactif qui était prévu le 2 avril dernier à 14 heures. Toutefois, étant donné le grand emploi de notre clientèle pour ce webinaire, nous avons vite atteint la capacité maximale de 1000 inscrits permis par la plateforme. Par conséquent, donc pour souci d'équité pour l'ensemble de notre clientèle, nous avons décidé de procéder avec cette séance d'information préenregistrée. De toute façon, le webinaire donnait l'avantage de pouvoir répondre en temps réel à vos questions, alors qu'avec plus de 1000 inscrits, moins de 1000 inscrits, ça aurait été difficile de faire. Donc, d'ailleurs, petite chose, peut-être que certains d'entre vous se sont retrouvés coincés là, dans le chat du webinaire le 2 avril dernier qui a été créé automatiquement malgré l'annulation du webinaire. On s'en excuse. D'ailleurs, un message a rapidement été diffusé sur ce chat-là pour informer la clientèle que le webinaire prendrait la forme de la séance d'information à laquelle vous assistez présentement. Le déroulement de la présentation. Nous allons d'abord donner quelques informations sur l'équipe d'innovation sociale et sur le programme de soutien aux organismes. Nous allons vous expliquer les objectifs de l'appel de projet, les nouveautés en 2024-2025, les conditions d'admissibilité et de financement des projets, la documentation obligatoire, l'évaluation des demandes et ses critères, ainsi que quelques réponses à des questions d'intérêt général. L'innovation sociale du secteur sciences et innovation est sous la responsabilité de la direction du soutien aux organisations. L'équipe d'innovation sociale, d'ailleurs, qui ne travaille pas juste sur l'appel à projet, mais sur d'autres mandats en lien avec l'innovation sociale, est composée de 2 conseillers professionnels, 2 étudiants stagiaires et une coordonnatrice. Comme on va vous le répéter lors de la présentation, pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec l'adresse courriel innosocial@commercialeconomie.gouv.qc.ca. C'est donc nécessairement l'un de nous 5 qui vous répondra. D'ailleurs, en ce moment, étant donné le fort achalandage de questions que nous recevons, nous priorisons vraiment les communications par courriel et non par téléphone, s'il vous plaît. Et nous essayons autant que possible de vous répondre à l'intérieur de 5 jours ouvrables. Il peut arriver là, qu'en période de fort achalandage, quelques jours de plus soient nécessaires, mais nous répondrons à toutes vos questions. Les crédits de l'appel de projet proviennent de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement 2022-2027, mieux connue sous le nom de la SQRI au carré. Le cadre normatif, donc le cadre légal de l'appel de projet, provient du programme de soutien aux organismes, plus particulièrement son volet 2A, qui vise le soutien aux projets de recherche et d'innovation. C'est pourquoi la nouvelle clientèle admissible d'OBNL québécois intervenant dans les différents créneaux de la recherche et du développement et de l'innovation s'inscrit dans le PSO qui soutient essentiellement les organismes de recherche scientifique. C'est pourquoi plus tard, quand on vous dira que les coopératives ne sont pas admissibles ou certains OBNL communautaires, c'est parce que ces OBNL-là doivent s'inscrire dans ce programme de soutien aux organismes qui vise principalement les organismes de recherche scientifique. Les objectifs. D'abord et avant tout, l'appel de projet a la volonté d'implanter des solutions innovantes qui répondent à un besoin clairement défini, un besoin social clairement défini. Ces solutions doivent donc être plus durables et adéquates que celles déjà existantes. L'appel de projet vise donc à expérimenter et mettre à l'échelle des solutions innovantes, promouvoir l'appropriation des connaissances et des savoir-faire, appuyer les partenariats entre des milieux preneurs, des établissements d'enseignement supérieur, collèges, universités et d'autres organismes. Il est important de comprendre aussi que l'appel de projet n'a pas pour objectif de soutenir la recherche fondamentale. Comme mentionné, nous souhaitons l'expérimentation ainsi que la pérennisation et la mise à l'échelle de solutions novatrices. Également, les démarches associées au processus de co-création et de co-construction ne peuvent représenter l'innovation sociale en soi. Il s'agit d'outils ou de démarches méthodologiques soutenant le développement d'une innovation sociale. Les nouveautés en 24-25. Afin de répondre à l'objectif d'accroître et d'élargir les retombées de l'innovation sociale ainsi qu'aux besoins exprimés par l'écosystème au cours des dernières années, l'édition 24-25 de l'appel à projet propose plusieurs améliorations, dont les 2 seules phases admissibles d'expérimentation et de pérennisation et de mise à l'échelle. La phase dite d'émergente, où on travaille à formuler une solution d'innovation sociale répondant à un défi ou un besoin social d'importance au Québec, a largement été soutenue lors des éditions précédentes des appels de projet. En ce sens, il n'est pas exclu que cette phase redevienne admissible au courant des prochaines éditions. Toutefois,
L'édition 24-25 vise donc à soutenir exclusivement les phases d'expérimentation d'une solution préalablement formulée, ainsi qu'à la pérennisation et la mise à l'échelle d'une solution implantée suite à une expérimentation réussie. En complémentarité de l'admissibilité, ces seules phases, il n'y a pas de contraintes spécifiques au type d'enjeu sociétal auquel l'innovation sociale répond cette année. L'important étant que cette innovation réponde à un besoin social d'importance au Québec. Les crédits provenant de plans d'action et de stratégies de ministères partenaires dans l'appel à projet ont encore lieu cette année. Nous avons des partenariats financiers avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi que le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Donc, le partenariat avec le MSSS découle de la mesure 40 du plan d'action gouvernemental 24-29, la fierté de vieillir, découlant lui-même de la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble chez soi dans sa communauté au Québec. Il s'agira de la première année de partenariat au regard de cette politique-là. Concernant le MSSS, notre partenariat découle de la mesure 4.2.2 du plan d'action en matière d'action communautaire 2022-2027, le PAGAC. Donc, le MIA a déjà collaboré avec le MSS lors de la dernière année de l'appel de projet. Concernant l'échéancier, donc, comme vous le savez, l'appel de projet a été diffusé le 7 mars dernier. Le dépôt des demandes est donc ouvert depuis le 7 mars dernier. La date butoir pour le dépôt et réception des demandes complètes est le 30 mai 2025 à 23h59. Les demandes complètes doivent inclure les lettres d'engagement des partenaires des projets qui précisent la valeur de leur contribution, l'apport en nature ou en espèces. Nous n'accepterons pas de demandes déposées après le 30 mai 2025 à 23h59. Bien important. Nous prévoyons tenir les comités d'évaluation en juillet 2025. À voir selon le volume de demandes reçues, il est possible que les annonces aient lieu à la fin de l'été ou au début de l'automne. Concernant les critères d'admissibilité, les critères qui vont être mentionnés ici s'appliquent aux deux phases admissibles, donc autant la phase d'expérimentation qu'à la phase de pérennisation et de mise à l'échelle. Donc, les projets déposés dans l'une ou l'autre des phases doivent justifier que l'innovation répond à un besoin social clairement identifié et qu'elle présente un caractère novateur important. Les projets doivent suivre une démarche méthodologique rigoureuse avec un plan de transfert de solutions adapté à la phase du projet. Le projet doit avoir des livrables clairs et concrets. Il doit déterminer des acteurs de succès mesurables et prévoir une évaluation de la pertinence de l'innovation testée ou mise à l'échelle. Plus particulièrement concernant les projets à la phase d'expérimentation. Les projets admissibles devront donc tester sur le terrain l'innovation développée lors d'une phase antérieure, dite d'émergence, en vue de favoriser son appropriation par un ou des milieux preneurs et démontrer également la réflexion à des actions qui mèneront à la phase de maturité supérieure en vue d'une pérennisation et d'une mise à l'échelle. Le demandeur doit également s'engager à implanter la solution dans son environnement ou celui d'un partenaire et mettre en place les conditions pour sa reproductibilité. On doit démontrer les résultats de l'expérimentation à la fin du projet et prévoir les actions visant l'implantation de la solution. Concernant la phase de pérennisation et de mise à l'échelle, elle vise comme résultat, et ça c'est un choix qu'on a fait, de particulièrement se concentrer sur la stratégie d'essaimage de la mise à l'échelle. Une stratégie d'essaimage, c'est une approche qui vise à transférer et à dupliquer l'innovation sur de nouveaux territoires et à l'adapter à d'autres secteurs et acteurs en vue de garantir sa pérennité et son effet à long terme. Le projet doit aussi proposer une stratégie de pérennisation et de mise à l'échelle de la solution développée. Le projet doit donc pérenniser et reproduire, mettre à l'échelle la solution expérimentée dans d'autres régions, secteurs d'activité ou milieux. Il doit aussi démontrer que la phase d'expérimentation de la solution a été menée à terme avec succès et qu'elle a fait l'objet d'une appropriation par un ou plusieurs milieux d'implantation. Concernant les organismes admissibles, 3 types d'organismes admissibles. Officiellement, les établissements du Réseau québécois de l'enseignement supérieur comprenant les CCTT, collèges et universités, nos OTIS, soit le CETREC et le TIES, et la nouvelle clientèle, les OBNL québécois intervenant dans les différents créneaux de la recherche, du développement et de l'innovation. Ce type d'organisme est un peu plus développé un peu plus tard dans la diapositive suivante. Donc, tout OBNL autre que les OLTIS et les CCTT doivent fournir l'ensemble de la documentation de la présentation de l'organisme demandée aux pages 18 et 20 du guide de présentation. En ce sens, c'est comme je le disais un peu plus tôt, les coopératives, les entreprises d'économie sociale ou toute autre forme juridique d'organisation que celle citée précédemment ne peuvent être admissibles à titre de demandeur. Toutefois, ces organisations peuvent agir à titre de partenaires qui expérimentent ou qui implantent l'innovation sociale. Il est important de comprendre que seul le demandeur, soit le signataire de la convention d'aide financière, sera responsable de la reddition de comptes auprès du ministère comprenant les pièces justificatives des dépenses effectuées par les partenaires. Évidemment, le demandeur ne doit agir à titre de simple prête. Non, il doit être impliqué dans la réalisation des activités du projet.
Concernant ces nouveaux organismes OBNL admissibles à titre de demandeur, ils doivent faire la démonstration des compétences en recherche et développement qui se traduit par le document là, qui doit être déposé, qui comprend la description de la mission de l'organisme, ses années d'exploitation, son offre de service et le nombre d'employés qui le composent, l'historique avec référence de ses activités de recherche et de développement et d'innovation, ses états financiers auditiers des 2 dernières années. Seuls les organismes fournissant un dossier satisfaisant ces exigences seront considérés comme admissibles à l'appel de projet. Également, nous souhaitons vous donner d'autres précisions en lien avec ce qui vient d'être dit précédemment. 2 points notamment. Les SIS et les SIUS doivent déposer impérativement leur demande par l'entremise des établissements d'enseignement auxquels ils sont rattachés. Donc ça ne change pas par rapport aux années précédentes. Ils ne doivent toujours pas déposer un projet par eux-mêmes. Donc rattachez-vous bien, si vous êtes un SIS ou un SIUS, à votre université. Par contre, les SIS et les SUS peuvent également participer au projet en tant que partenaire ou vous constituer en tant que chercheur ou chercheuse principale du projet. Maintenant, le deuxième point concerne les organismes à but lucratif. On a eu beaucoup de questions à ce sujet. Ces organismes à but lucratif, ils peuvent participer au projet de 3 manières différentes. Ils peuvent être partenaires en tant qu'organisme qui expérimente l'innovation sociale. Ils peuvent être contributeurs financiers ou également fournisseurs de produits et de services. Attention, par contre, ils ne peuvent pas être l'unique milieu d'implantation dans la phase de pérennisation et de mise à l'échelle. Il faut impérativement que d'autres partenaires participent au projet en plus de cet organisme à but lucratif. Maintenant, concernant le financement. Comme vous pouvez le voir par rapport aux années précédentes, les financements octroyés par le ministère ont été revalorisés à la hausse. C'est dû aux phases de maturité qui sont plus importantes cette année. Donc, en expérimentation, la somme maximale que vous allez pouvoir obtenir, elle est de 400 000 dollars. Et en phase de pérennisation et de mise à l'échelle, cette somme maximale peut atteindre 800 000 dollars. L'information suivante concernant ces dépenses vise principalement les universités, le CCTT ou les collèges. Donc, les sommes incluent les coûts indirects de projet. Donc, ici, on parle bien des CIR. Vous ne pourrez pas aller chercher plus que les montants octroyés par le ministère qui sont affichés à l'écran. Également, concernant la durée maximale des projets, celle-ci ne peut pas excéder 36 mois. Donc, bien important de garder en tête ce point. Et enfin, pour terminer avec le financement, les dépenses qui sont engagées par les organismes qui sont autres que le demandeur et qui expérimentent les innovations ou qui les mettent à l'échelle, devront être facturées quand même à ce demandeur et figurer à la liste frais liés au contrat de sous-traitance dans votre montage financier. Donc, n'oubliez pas de bien intégrer ces différentes dépenses à ce poste budgétaire dans vos montages financiers. Concernant maintenant les conditions de financement. Donc ça, ce sont des points importants à bien comprendre pour que votre projet puisse être admissible dans le cadre de notre appel de projet. À la phase d'expérimentation, la subvention du LEIE, elle représente un maximum de 80% des dépenses admissibles, incluant une contribution minimale des partenaires en espèces ou en nature de 20% minimum du coût total du projet. Donc, il y a un financement à respecter de 80-20% dans cette phase d'expérimentation. Maintenant, si on se concentre sur la phase de pérennisation et de mise à l'échelle, la subvention du MEIE, elle représente un maximum de 70% des dépenses admissibles et on demande là une contribution financière des partenaires de 30% cette fois-ci, dont au moins 10% seront mis en espèces par les partenaires. Important de bien faire la distinction entre l'expérimentation et la pérennisation et la mise à l'échelle. Également, l'aide financière prévue au PSO, elle ne peut pas être combinée à une aide financière provenant d'un autre programme relatif au financement de projets du ministère. Ça veut dire que les projets ne peuvent pas recevoir 2 aides combinées au MEIE. Et un point qui est important de rajouter, l'ensemble des dépenses doivent être inscrites sans les taxes. Les taxes ne sont pas une dépense admissible à notre appel de projet. Maintenant, si on se concentre sur la présentation de la demande et plus particulièrement sur les documents obligatoires. Donc là, on ne va pas rentrer spécifiquement dans le détail des documents qui sont obligés à nous joindre à vos demandes de projet parce qu'on va les retrouver déjà dans notre guide. À la page respectivement 18 pour la phase d'expérimentation et à la page 22 pour la phase de pérennisation et de mise à l'échelle. Juste, ce qui est important, le message qu'on veut faire passer ici, c'est de bien vérifier que lors du dépôt de votre projet, vous n'avez pas oublié de nous transmettre un document. Parce que ça pourrait engager votre projet là, par la suite et ça pourrait
vous allez pouvoir ne pas obtenir un financement juste parce que vous avez oublié de nous transférer votre document. Donc, bien veiller avant de nous faire parvenir le tout, que tous les documents obligatoires au guide sont bien présents dans votre demande. Merci. Et ceci comprend aussi la transmission du certificat de francisation exigé pour les organismes de plus de 49 employés. C'est indiqué aux pages 20 et 22 du guide. Maintenant, si on se concentre sur le formulaire aide financière que vous avez à transmettre lors du dépôt de votre demande. Vous allez voir que pour pouvoir compléter le reste de votre formulaire, la première chose qui va être à faire de votre côté, c'est de sélectionner la phase de maturité à laquelle votre projet correspond. Donc, vous l'avez compris, vous avez deux choix, soit la phase d'expérimentation, soit la phase de pérennisation et de mise à l'échelle. Une fois que vous allez cocher cette phase, vous allez voir que le reste du formulaire va pouvoir être complété par vos soins. Donc, on vous demande de bien compléter tout le formulaire, de ne rien oublier, et très important, surtout, de bien signer ce formulaire par le représentant légal de votre organisation. Donc, à titre d'exemple, on vous a donné quelques représentants légaux des organismes qui sont admissibles à notre appel de projet. Donc, pour les OLTIS, ce sont les présidents ou les directeurs généraux. Dans les universités et les SUS, généralement, ce sont les recteurs, les vice-recteurs ou les directeurs du bureau de recherche. Pour les cégep, les CCTT et les OBNL, ce sont là aussi les directeurs généraux. On va passer au tableau budgétaire. Pour ces tableaux budgétaires, quand vous allez devoir les remplir, vous allez voir que vous allez avoir différentes cellules. Des cellules bleues et des cellules blanches. Les cellules bleues, c'est celles que vous allez devoir remplir avec les sommes qui sont concernées. Les cellules blanches vont être protégées, vous n'allez pas avoir à en tenir compte, vous n'allez pas pouvoir les modifier. Donc, concentrez-vous uniquement à nous remplir les cellules bleues. Ensuite, vous allez voir que pendant que vous allez remplir votre montage financier, certaines cases vont pouvoir s'afficher d'une couleur verte ou d'une couleur rouge. Les cellules vertes, elles vont indiquer que les taux et les pourcentages sont respectés dans le cadre de notre appel de projet. Donc, par exemple, ça va être les 80% pour la phase d'expérimentation, les 70-30% avec les 10% obligatoires des partenaires en espèces pour la phase de pérennisation et de mise à l'échelle. Si c'est respecté, ces cellules elles vont s'afficher en vert. Par contre, si ces taux ou ces pourcentages ne sont pas forcément respectés, là, les couleurs des cellules vont pouvoir devenir rouges. On vous demande de ne pas nous envoyer votre montage financier avec ces couleurs rouges parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On vous demande de les retravailler parce qu'une réception d'un montage financier avec des cellules rouges, ça pourrait vous valoir un refus de votre projet par la suite. Attention, dernier point, n'oubliez pas de nous transmettre également le tableau concernant les cibles annuelles et cumulatives qui sont visées par le projet. Souvent, les gens ont tendance à se concentrer uniquement sur les tableaux budgétaires et à oublier de remplir ce tableau-là. Donc, s'il vous plaît, pensez-y. Merci d'avance. Concernant la justification du budget, ça on peut le lier aussi avec les montages financiers. Une fois que vous aurez rempli ces montages financiers, on va vous demander de nous expliquer et de nous justifier les postes de dépenses du projet. Donc ça, c'est dans un document, on se viendra après, dans un maximum de 2 pages. Vous allez devoir également, dans ce document, nous présenter la valeur financière attribuée aux contributions nature afin de nous dire d'où elles proviennent et à quel pourcentage elles correspondent. Et enfin, nous détailler les dépenses admissibles des projets. Ces dépenses admissibles, on vous renvoie là aussi au guide que vous pourrez les retrouver aux pages 15 et 16. Maintenant, concernant la procédure d'envoi. Cette procédure d'envoi, vous allez voir, elle est relativement simple. Vous allez devoir nous faire parvenir votre demande par courriel à l'adresse innosocial@commercialeconomie.gouv.qc.ca. Nous transmettre surtout un seul document PDF déverrouillé par demande ainsi qu'une seule demande par courriel. Ça, ces 2 points sont très importants. Donc, s'il vous plaît, on vous demande de bien les respecter. Par la suite, nous, de notre côté, une fois qu'on va recevoir votre demande, on va vous transmettre un accusé de réception électronique. Et là encore, on se réserve le droit de vous le transmettre sous 5 jours ouvrables. Donc, si vous ne le recevez pas dans l'heure ou la minute qui suit, c'est totalement normal. On vous demande juste de patienter un petit peu. Également, petit rappel, je sais que ça a été déjà mentionné par mon collègue, mais aucune demande sera acceptée après le 30 mai 2025, 23h59. Donc, gardez bien cette date à votre agenda. Maintenant, pour terminer rapidement les critères d'évaluation. Donc, avant de rentrer dans les critères d'évaluation de chacune des phases d'expérimentation, il y a 2 points importants et ça prévaut pour les 2 phases de maturité des projets. Tous les projets qui vont nous être transmis vont être évalués par un comité d'experts qui va être mandaté par le ministère. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour avoir la chance d'obtenir un financement, il va falloir que vous obteniez une note globale d'au moins 70% au comité. Une note en dessous
ne permettra pas à votre projet d'obtenir potentiellement un financement. Maintenant, si on se concentre sur le critère d'évaluation à la phase d'expérimentation, vous pouvez voir que le comité d'évaluation va se concentrer sur 4 critères en particulier. J'en profite également pour vous mentionner que le tableau qui est affiché, vous pourrez le retrouver également au guide de présentation de l'appel. Moi, je ne vais pas vous détailler là présentement tous les critères, je vous laisserai aller les regarder. Je vais me concentrer sur un critère qui est le premier critère, qui est un critère éliminatoire, c'est la pertinence du projet. Le critère éliminatoire, ça veut dire que le comité d'évaluation, s'il juge que ce critère ne code pas assez fort dans votre projet, il peut se réserver le droit de vous éliminer sans regarder la note finale que vous allez obtenir au comité d'évaluation. Maintenant, si on passe au critère d'évaluation pour la phase de pérennisation et de mise à l'échelle. Là aussi, le comité d'évaluation il va se baser sur 4 critères, mais à l'instar des premiers critères d'évaluation en phase d'expérimentation, là, en phase de pérennisation et de mise à l'échelle, il va y avoir 2 critères éliminatoires. C'est le critère 1 qui porte sur le résultat de la phase d'expérimentation et l'appropriation de la solution, et le critère 2 qui porte sur la pertinence et la viabilité de la pérennisation et de la mise à l'échelle. Donc, là aussi, le comité d'évaluation, s'il juge que ces 2 critères ne codent pas assez fort dans votre projet, peuvent se réserver le droit de mettre une note éliminatoire sans qu'on ait à débattre sur la note finale que va obtenir votre projet. Je vais terminer les critères d'évaluation par vous mentionner un point qui est revenu beaucoup dans nos questions. Ça concerne le taux de succès. Le taux de succès, on ne peut pas vous le donner présentement. On ne peut pas vous donner aussi le nombre de projets qui vont être financés dans le cadre de cet appel de projet 2024-2025 parce que c'est très variable annuellement en fonction du nombre de projets recommandés et des crédits annuels attribués à nos enveloppes. Ce qu'il faut comprendre, tout simplement, c'est que ce sont les meilleurs projets qui vont obtenir les meilleures notes qui vont avoir le plus de chances d'obtenir un financement. Officiellement, c'est les meilleures notes. Dans le fond, les comités d'évaluation classent les projets par note, puis on écoule l'enveloppe de la meilleure à la moins bonne. C'est tout le processus. Je reprends la parole. Donc, la dernière partie, les réponses à des questions d'intérêt général, comme promis. Première question. Est-ce qu'un même demandeur peut déposer plusieurs demandes à cet appel de projet? La réponse, c'est oui, tout à fait. Un demandeur peut déposer plusieurs demandes à cet appel de projet, mais il est impératif que chacune de ces demandes fasse l'objet d'une innovation sociale complètement différente de l'une à l'autre. Par conséquent, un demandeur ne peut pas, si vous voulez, portionner son innovation sociale en différentes étapes ou encore moins en différentes parties qui font l'objet de demandes différentes. Donc oui, un demandeur peut déposer, mais il faut que les innovations sociales concernées par ces demandes soient complètement différentes. Quelle est la différence entre les milieux preneurs et les partenaires du projet? C'est une question qui nous revient souvent. En fait, officiellement, les partenaires du projet sont de base un milieu preneur. En fait, les partenaires du projet se retrouvent dans le montage financier. Ce sont des partenaires qui contribuent en nature ou en espèces ou un peu des deux au projet. Les milieux preneurs sont des organisations qui sont intéressées par le projet, ses débouchés, ou qui peuvent, par exemple, attendre la solution d'innovation pour essayer de se l'approprier ou l'adopter à son milieu, mais qui n'est pas impliqué directement dans le projet. C'est pourquoi je disais que les partenaires sont d'office des milieux preneurs parce qu'ils sont déjà impliqués dans le projet. Question suivante maintenant, peut-on déposer une demande pour une innovation ayant déjà été soutenue lors d'un appel de projet antérieur en innovation sociale? Donc la réponse, là aussi, c'est oui. Le ministère encourage même le soutien du développement des innovations au fur et à mesure de leurs différentes phases de développement. Toutefois, et là c'est important de bien faire une nuance, pour être admissible, la révision de compte de la phase antérieure doit être complètement terminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport final de votre projet doit avoir été validé par le ministère et le dernier versement de l'aide financière doit avoir eu lieu également. Question suivante. Est-ce que le projet de mise à l'échelle et de pérennisation peut se déployer dans un territoire qui est autre que le Québec? Donc là aussi, je vais vous renvoyer au guide de présentation de l'appel de projet à la page 16. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est que seulement les dépenses au Québec sont admissibles. Donc, ça veut dire que seule la portion québécoise du projet est admissible. Toute autre portion qui sera faite en dehors de la province du Québec ne pourra pas être admissible dans le cadre de notre appel de projet. À partir de quelle date les dépenses du projet sont-elles admissibles? Les dépenses du projet sont admissibles à partir de la signature de la convention d'aide financière par les deux parties. Est-ce que tous les partenaires du projet doivent contribuer en espèces ou en nature? En fait, tous les partenaires du projet doivent nécessairement contribuer au projet. Ça peut être en espèces, en nature ou un peu des deux.
et la portion entre les contributions des différents partenaires peut varier. Toutefois, le demandeur doit participer de façon assez importante au projet. Dernière question, est-ce que la phase antérieure à une expérimentation ou à une mise à l'échelle doit avoir fait l'objet d'une aide financière de l'un des appels de projet? Alors, la réponse est non. Toutefois, la phase antérieure doit être terminée et les résultats doivent être démontrés tels qu'exigés à la section des documents obligatoires de notre outil, respectivement à la page 18 pour la phase d'expérimentation et à la page 20 pour la phase de pérennisation et de mise à l'échelle. Merci beaucoup. Ça fait le tour des informations qu'on avait à partager avec vous. Comme expliqué à plusieurs reprises, n'hésitez pas à nous écrire à la boîte courriel innosocialeconomie.gouv.qc.ca. Merci de comprendre qu'étant donné le volume de questions qu'on peut avoir, nous allons tenter de vous répondre le plus rapidement possible. Et profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter un très bon succès avec l'appel de projet. Un grand merci. Très bon succès à vous.